Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par remercier les organisateurs de l'atelier de me donner cette possibilité de vous présenter quelques résultats aujourd'hui. C'est un titre un peu large, Géoépidémiologie du paludisme dans un contexte d'élimination. Je vais surtout vous parler de la suite d'un travail que vous avez présenté, Eva Legendre, il y a 2 ans à l'atelier précédent, qui consiste à essayer de décrire la dynamique locale, les déterminants environnementaux de la dynamique locale du paludisme à l'échelle de villages, et c'est bien en Birmanie. Le contexte, c'est celui de la région du Mékong, dans laquelle le paludisme persiste, dans des zones dans des zones de transmission particulières qui sont difficiles d'accès, des zones montagneuses, forestières et frontalières. Il y a eu, disons dans les années 2010, un peu avant, un contexte d'urgence lié à l'émergence de Plasmodium falciparum résistant au traitement. Et du coup, cette question de comment allouer efficacement des interventions dans un contexte de plus en plus hétérogène, avec malgré tout cette baisse de la transmission, mais un parasite de plus en plus difficile à traiter. Et dans ce contexte-là, les facteurs de risque qui étaient identifiés sur les études individuelles, c'était principalement le fait d'aller en forêt, liés aux zones forestières, et donc le développement de stratégies dirigées vers les personnes qui vont en forêt. Alors, quand on regarde les résultats récemment publiés de ce genre d'études, donc des études de traitement préventif intermittent des personnes qui vont en forêt, ces 2 études qui ont été faites au Cambodge. La première, on a 1900 traitements qui ont été distribués en 8 mois à 700 personnes, et ça a permis de diminuer de 10 le nombre d'épisodes de Plasmodium falciparum et de 94 le nombre d'épisodes de Plasmodium vivax, donc un grand nombre de traitements pour un petit nombre d'épisodes prévenus. Et une autre étude récente également au Cambodge, récemment publiée, 2000 traitements distribués sur 7 mois à 284 personnes, pour une diminution de la prévalence certes importante, mais ça représente 6 infections. Et pour Plasmodium falciparum, 6 personnes infectées en moins, et pour Plasmodium vivax, 46 personnes infectées en moins. Donc, même si ces stratégies-là ont du sens, on se dit que peut-être en comprenant mieux le contexte forestier et les différents types d'environnement et leur impact, on pourrait peut-être avoir un ciblage qui soit meilleur, soit en fonction des zones géographiques plus précises ou des types d'activités, etc. Donc tout ça s'inscrit dans le contexte de mieux comprendre l'hétérogénéité du risque à l'intérieur de régions de persistance pour faciliter la surveillance à la fois suivre des progrès vers l'élimination et anticiper des zones plus à risque de résurgence et allouer des interventions. C'est ce que est recommandé par l'OMS, qui est toutes ces stratégies de stratification, toutes ces programmes, toutes ces méthodes de stratification. C'est cette question d'essayer de mesurer, d'établir l'hétérogénéité du risque, elle est d'intérêt, pas que pour nous, et pas que pour la Birmanie, mais là je trouve qu'il y a un exemple récent qui est paru dans PNAS ces dernières semaines. Donc l'utilisation de données obtenues dans le cadre d'un essai d'intervention, séroprévalence d'anticorps anti-salive d'Anophel et séroprévalence d'anticorps anti-plasmodium dans les sites qui sont localisés ici, combinées à des données environnementales un peu variées, des modèles de présence de vecteurs, des données climatiques, des données d'environnement et des données de population, dans un modèle bayésien géospatial conjoint, qui permettent de prédire à l'échelle de l'État Karen, ici j'ai zoomé sur la zone qui m'intéresse particulièrement, la prévalence de Plasmodium en PCR. Et vous voyez donc que les zones en rouge seraient les zones dans lesquelles il devrait y avoir le plus de Plasmodium, toutes espèces confondues, avec une PCR à 6%. Et donc ça, c'est pour la période 2015 à 2016. Si maintenant on compare ça à des données qui ont été mesurées sur le terrain par un programme auquel j'ai eu l'honneur de pouvoir un peu contribuer, on voit qu'en fait il y a une énorme différence entre ce qui est prédit et ce qui a été observé, à la fois sur l'amplitude des prévalences, puisque le maximum ici est à 6 et on a des villages qui sont à 64%, et d'autre part, il y a quand même des grosses erreurs géographiques, puisque la zone ici qui est la plus affectée, et en fait globalement elle serait passée inaperçue,
Et à l'inverse, la zone qui est prédite comme étant la plus affectée ici, la partie où on a des mesures dans cette zone-là que j'ai entourée, elle est complètement avec très peu une prévalence très faible. Donc vraisemblablement, le modèle est basé sur des données très parcellaires, mais la disponibilité de ces données environnementales hyper faciles leur a permis de proposer quelque chose et de le publier dans une revue prestigieuse. C'est pas un gage de qualité, mais quand même. Voilà. Et donc, c'était simplement pour dire qu'avec quelques données de Palu et une grande disponibilité de données environnementales et un modèle qui fonctionne bien, on arrive à faire des prédictions qui peuvent être très éloignées de la réalité. En restant dans ce contexte, donc, on va continuer de parler de cette zone-là, donc l'État Karen, dans lequel, donc, entre 2014 et 2020, un programme a été mis en place pour essayer d'éliminer Plasmodium falciparum en réponse à cette émergence de la résistance aux antipaludiques. Avec trois gros volets, un accès au diagnostic précoce et au traitement du paludisme au niveau des villages, l'identification de réservoirs de portage asymptomatiques, vous avez vu les résultats des enquêtes, et l'intervention sur ces réservoirs par du traitement de masse, et un système de surveillance dans lequel les villages transmettaient les données chaque semaine, les données de nombre de cas de Plasmodium falciparum et de Plasmodium vivax, pour des petites populations qui sont entre 200 et 800 habitants. Ce que Eva vous avait présenté il y a 2 ans, pour ceux qui étaient déjà là, c'était un premier travail qui essayait de regrouper les villages en fonction de leur série temporelle d'incidence sur la totalité de la période qu'on était en mesure d'étudier, de 2016 à 2020. Et ce travail lui avait permis de mettre en évidence des zones éco-épidémiologiques associées à la persistance du paludisme. Et il était resté cette question. Donc on avait obtenu des profils qui finalement se caractérisaient soit par des niveaux d'intensité différents, soit par des tendances différentes. Mais on n'avait pas été en mesure de mettre ces profils-là en relation avec l'environnement de façon satisfaisante. On arrivait à comparer les profils avec des cas, avec les profils sans cas, mais pas les profils entre eux. Et du coup, pour essayer d'approfondir ça et d'aller vers les variations annuelles et interannuelles, on a repris cette méthode. Un deuxième élément, c'est que sur la période 2021-2023, on a vu augmenter très fortement Plasmodium vivax de façon pas très expliquée. Et donc, c'est une préparation. C'est une façon de préparer des outils qui pourraient permettre d'analyser ça et de démêler les facteurs naturels des facteurs anthropiques, puisque la situation sécuritaire en Birmanie a pas mal changé à partir de 2021. Donc, l'objectif ici, c'était de rechercher les dynamiques annuelles locales de l'incidence du paludisme dans les villages et d'identifier les éventuels déterminants environnementaux de cette dynamique et de ces variations interannuelles. Et pour cet atelier, j'ai l'impression que ce que moi je peux apporter, c'est l'approche d'un épidémiologue santé publique qui est un utilisateur enthousiaste, mais pas forcément très averti. Et en tout cas, les méthodes que j'ai vues ce matin sont hyper poussées par rapport à ce que finalement quelqu'un comme moi ou les personnes que j'ai pu vous présenter vont avoir tendance à injecter dans des analyses de santé. Et donc, si vous avez si ça peut aussi aider à orienter certaines choses, je suis tout à fait ravi de jouer le rôle de l'utilisateur lambda. Donc, les séries temporelles sur lesquelles on travaille, elles ressemblent à ça. Donc, ça, c'est 3 régions. C'est l'État Karen l'a découpé en 3 régions du nord au sud. Globalement, on voit cette augmentation-là, mais on ne va pas trop en parler. Ce que je voulais juste vous montrer là, c'est que selon les zones géographiques, on a un pic annuel de Plasmodium vivax, ici en bleu, c'est à vivax qu'on va s'intéresser, ou 2 pics annuels de Plasmodium vivax, un en saison des pluies et un en saison froide. La méthode qui a été utilisée, c'est celle que vous avez présentée, Eva. Donc on part des séries temporelles à l'échelle du village, on les découpe en séries de 52 semaines, donc de 1 an. Et comme date de découpage, j'ai pris le milieu de la saison chaude, donc le 15 avril, dans lequel on a plutôt une faible incidence. Ces données brutes sont d'abord lissées par une transformation en données fonctionnelles, ce qui permet d'obtenir des données continues. Et ensuite, on peut calculer la distance entre chaque paire de courbes grâce à une métrique qui s'appelle Dynamic Time Warping,
qui permet, comme vous le voyez peut-être ici sur ce schéma, de tenir compte de petites irrégularités et de considérer ensemble, comme appartenant à la même dynamique, des pics qui pourraient avoir un certain décalage. Et ici, on a autorisé ce décalage à 3 semaines. Au final, après une classification en partitionnement autour des médoïdes, donc il revient à trouver des centres de classe qui sont des individus de la classe et pas un centre virtuel, on obtient des profils d'incidence. En termes de lissage, voilà ce que donnent les données brutes, donc en pointillé, et les données lissées pour un village donné sur les 5 années d'observation. Vous voyez donc un pic annuel centré sur la semaine 10, donc à partir du début avril, donc c'est un pic en saison des pluies. Vous voyez que selon les années, ce pic a des amplitudes différentes et des petites oscillations, mais globalement, il est toujours là à la même saison. Lorsqu'on effectue la méthode de calcul de distance et de classification, on observe, donc on a 801 villages et 3347 années observées, et on observe principalement 5 profils, un profil plat, un profil avec 2 pics, mais de basse intensité, un profil avec un seul pic, donc en saison des pluies de faible intensité, un profil avec un pic de haute intensité en saison des pluies, un profil avec 2 pics de haute intensité. J'ai laissé de côté un profil très haut qui ressemble globalement à celui-là, mais très, très disproportionné, et qui est probablement soit lié à un problème de dénominateur de population, soit à quelque chose qu'on ne maîtrise pas, mais ça représente 4 observations, donc on peut faire 100. La représentation dans l'espace de ces différents profils en fonction des années, donc on voit ici ce qui est déjà connu quand on regarde l'incidence cumulative, qu'on a une région avec beaucoup de paludisme qui est au nord, et ensuite du Plasmodium vivax, il en persiste dans cette zone-là et dans cette zone-là. Et le deuxième élément, c'est que sur certaines années, on a beaucoup plus de pics uniques en saison pluvieuse, et d'autres années, on semble avoir beaucoup plus de pics. Donc un pic en saison pluvieuse, un pic en saison froide. Et géographiquement aussi, il y a peut-être des éléments qui sont des regroupements. Si on essaye de regarder comment les villages, comment se passe la transition d'un profil à l'autre, voilà, c'est un peu fouillis. C'était simplement pour montrer qu'il y avait énormément de villages en fait, qui étaient plats tout le temps, donc qui ont très peu de palus. Et du coup, je les ai enlevés pour se concentrer sur les villages qui présentent au moins une fois un profil autre qu'un profil plat. Et on voit ici à nouveau, donc c'est assez, il y a beaucoup de transitions d'un état à l'autre, mais on voit bien une première chose qui est que la proportion de villages avec des profils élevés, elle change au cours des années. La proportion avec des profils faibles aussi, elle a peut-être tendance à augmenter, en tout cas elle est forte en 2018-2019, elle est plus faible à d'autres moments. Et une des deuxièmes choses visuellement, disons, c'est qu'on a plus facilement des transitions, par exemple, d'un profil plat vers un profil à un pic ou à 2 pics faibles que d'un profil haut à 2 pics vers un profil plat. Donc, ce qui peut suggérer aussi, du coup, que certaines transitions étant plus probables que d'autres, c'est peut-être lié à des facteurs environnementaux, et c'est ça qu'on a essayé d'expliquer. Donc, pour ce qui est du côté environnement, en fait, le choix sur lequel ce qu'on a fait, c'était d'investir du temps pour apprendre à coder, etc., pour accéder facilement à des données avec un package qui s'appelle RGE sur la plateforme Google Earth Engine, et ce qui permet d'envoyer des polygones et de récupérer des séries temporelles, avec un certain nombre de jeux de données types, stéréotypés, disons, sur lequel on a essayé de privilégier les observations plutôt que les modèles, une résolution spatiale la plus fine possible et une fréquence de préférence la plus fréquente possible pour la météo. L'extraction des informations est centrée sur les villages avec une zone tampon, et pour faire la synthèse de toutes ces variables qui sont extrêmement corrélées les unes aux autres, donc on est passé par une analyse en composantes principales et une classification ascendante hiérarchique pour obtenir des profils de climat, de paysage, de dynamique de perte de forêt. Et également, on s'est aussi intéressé à des variables qui changeaient annuellement, donc par exemple l'anomalie de cumul de pluie ou le pourcentage de déforestation. Voilà à quoi ça ressemble en termes de
climats. On a 3 climats, un plutôt frais et peu pluvieux, un intermédiaire et un chaud avec beaucoup plus de pluie. Les paysages, pareil, on en a tiré 4 de façon très grossière. Un paysage agricole de plaine, un paysage de vallée large et de pieds de montagne, un paysage de vallée de montagne plus encaissé et un paysage de haut plateau. Et donc, la question suivante, c'est comment est-ce qu'on essaye de mettre en relation ces variables explicatives avec nos 5 profils, en se limitant, bien sûr, pour éviter de répéter le travail qui avait déjà été fait, qui était de comparer les zones où le paludisme persistait aux zones où le paludisme ne persistait pas. On exclut tous les villages plats qui restent plats tout le temps. Donc on se place uniquement dans des villages qui ont eu au moins un profil différent au cours de la période étudiée. Et en prenant ce profil de un seul pic de faible intensité en saison des pluies comme référence, j'ai essayé d'injecter tout ça dans une régression multinomiale pour essayer d'obtenir les facteurs associés au fait de passer de cet état-là, d'avoir tel profil plutôt que notre profil de référence qui est le profil faible à un seul pic. Simplement pour décrire ces données, juste pour mettre en évidence le fait que la plupart des villages qui nous intéressent, malgré la grande diversité de villages qu'on a sur la zone d'étude, en fait, la plupart des villages dans lesquels le paludisme persiste, ils sont dans 2 paysages, les vallées de montagne et les vallées plus larges et le Piémont. Et ils sont quasiment tous dans un profil de climat intermédiaire qui n'est ni très chaud en plaine, ni frais en altitude. Sur la distribution de l'anomalie de pluie en fonction des profils, on a encore visuellement un test statistique permet d'observer qu'il y a une différence significative entre les profils et l'anomalie de pluie, en fonction de l'anomalie de pluie. Et globalement, les profils à 2 pics semblent associés à une pluviométrie, une anomalie de pluie positive sur l'année donnée, et les profils élevés associés à une anomalie de pluie positive sur l'année précédente. On ne voit pas grand-chose en termes de perte de couvert forestier. Les résultats d'un modèle multinomial, c'est un peu c'est pas hyper facile à interpréter. Globalement, ce qu'on a, c'est des odds ratios qui sont inférieurs à 1 pour nos profils à 2 pics en ce qui concerne les climats, ce qui suggère que c'est peu probable d'avoir 2 pics dans un climat autre que le climat intermédiaire dont on a parlé jusqu'à présent. Et par contre, le profil plat se retrouve avec un odds ratio supérieur à 1 pour le profil d'altitude, ce qui correspond à des villages dans lesquels les conditions sont froides et du coup il y a peu de palud. Un paysage qui est également associé soit à des profils à 2 pics par rapport à des profils à 1 pic, c'est ce paysage de vallée large, ou à des profils plats. Et c'est logique quand on y réfléchit, puisque ce paysage il est très étiré géographiquement et il se trouve dans 2 types de climats, un favorable, l'intermédiaire, et l'autre défavorable. En ce qui concernait les profils l'anomalie de pluie, on a les profils élevés donc, qui ressortent significativement associés avec l'anomalie de pluie. J'ai juste mis les p-values parce que c'est des splines et je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Peut-être simplement essayer de synthétiser ça comme ça. À partir de notre catégorie de référence, soit un climat froid, soit une déforestation élevée, soit un paysage de Piémont, soit une année à pluie normale ont tendance à favoriser des profils plats. Un paysage de Piémont-Vallée peut favoriser un paysage à 2 pics. Et des anomalies de pluie l'année précédente favorisent des profils hauts. Et une anomalie de pluie la même année favoriserait aussi un profil à 2 pics. Donc on a effectivement des premiers éléments qui permettraient d'expliquer la dynamique locale du palu dans les villages à partir de quelques variables environnementales, principalement donc la partie paysage et climat en ce qui concerne des conditions favorables aux vecteurs. Simplement le fait que c'est plus difficile d'expliquer la présence de 2 pics par rapport à un seul, plutôt que d'expliquer la persistance ou l'absence ou la disparition du palu. La contribution de la météo, elle est intéressante parce que l'excès de pluie sur une année favorise une augmentation de l'incidence. Et l'année précédente
ça peut indiquer qu'en fait le système il fonctionne pas sur une seule année, mais que ce qui se passe dans la saison des pluies précédente va affecter le démarrage de la saison des pluies suivante. Donc il y a peut-être ce découpage que j'ai fait au milieu de la saison chaude, il est peut-être à remettre en question aussi. Bien sûr, c'est une approche statistique à améliorer. On peut peut-être passer sur des modèles qu'utilisent les sociologues sur des changements d'état ou des choses comme ça qui décriraient peut-être plus précisément les transitions, plutôt que là j'ai juste fait des probabilités d'être ceci ou cela. C'est du multiniveau quand même. J'ai essayé de rajouter un facteur qui permette de tenir compte du fait que c'est pas des observations indépendantes, mais malgré tout c'est peut-être pas suffisant. Et il y a vraiment cette question à laquelle je me suis encore une fois heurté, qui est qu'est-ce qu'on choisit comme variable environnementale. Donc là, c'était synthétiser l'information en profil sur la base de ce qu'on sait qui se passe et de résultats précédents dans un objectif d'explication et d'interprétation, mais il y a peut-être des outils qu'on peut mobiliser en amont pour essayer de sortir d'abord les variables importantes, quitte à les synthétiser ensuite, etc. Donc il y a vraiment des progrès que moi je peux faire, mais que je pense la communauté des épidémios qui utilisent ce genre de données peuvent faire, et d'où peut-être aussi des recommandations et des choses comme ça, pour mieux traiter tous ces problèmes-là. Bien sûr, chaque maladie et chaque contexte a des déterminants spécifiques, mais voilà. Deuxième élément, c'était le choix d'une approche centrée sur le village ou basée sur la distance à des paysages qu'on aurait définis a priori. Donc ça, c'était un changement que je vous ai présenté par rapport à ce qu'on avait fait précédemment. C'est plus facile à analyser sur des buffers, mais c'est pas forcément aussi précis. Et en termes de conclusion, c'est un outil qui, je pense, a des intérêts parce qu'il permet de réduire rapidement la complexité, de donner de surveillance, un groupe pertinent qu'on peut utiliser en tant que chercheur enthousiaste ou probablement aussi en tant qu'acteur de santé publique. On est en train de regarder, de faire ça sur les données de paludisme du Mali par district pour des visées de stratification. On peut regarder aussi au Sénégal par village et par groupe d'âge pour regarder s'il y a des dynamiques différentes en fonction du niveau d'immunité. Et récemment aussi, on a regardé de faire de l'ACP fonctionnel et en fait observer les harmoniques, donc qui constituent les courbes. Ça permet de bien interpréter les profils et de vérifier que les profils représentent bien les données. Et bien sûr, voilà, sur la question de l'environnement, il y a toujours cette question de qu'est-ce qu'on choisit et comment on l'injecte. Et ça, c'est vraiment une question qui n'est pas facile à résoudre quand on a déjà passé beaucoup de temps à s'occuper des données épidémiologiques. Merci de votre attention.